Mobilité TV, une table ronde consacrée, si on peut encore utiliser le terme, au camping-car. Nous allons nous y intéresser en compagnie de Berislav Kovacevic, Solutions VO, et puis des professionnels de la profession. Patrick Bussereau, le président du groupement Destinéa, et son administrateur Dominique Daniel, en compagnie de Julien Clazadonte, le président du groupe CLC, et de Idilcar, Guillaume Duval, son directeur général. Alors, est-ce qu'en disant camping-car, j'ai utilisé un mot démodé, déphasé? Est-ce que j'aurais dû parler de mobil-home, de fourgon, de van? Quelle est la terminologie en usage? Quand on vous pose la question, Monsieur Bussereau, qu'est-ce que vous utilisez comme mot? Alors, la grande famille, c'est le véhicule de loisir. Oui. Voilà, véhicule de loisir, ça regroupe les mobil-homes, les caravanes et les camping-cars. Alors, les caravanes, il paraît qu'il n'y en a pratiquement plus. Enfin, on en voit encore, mais c'est un marché qui a quasiment disparu? Quasiment disparu. On parlait des chiffres tout à l'heure. C'est à peu près 80 000, 5 000, vous voyez, en l'espace d'une trentaine d'années. Ouais. À l'inverse, les véhicules de loisirs, eux, c'est un marché relativement important. Ah oui, puisqu'on est passé à l'inverse de 3 000 à 23 000. Vous voyez, en neuf. En véhicule neuf. Et on va demander le chiffre VO à Berislav. Ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai découvert la profession, et notamment 6-7 acteurs incontournables dont les 3 groupes aujourd'hui qui sont avec nous, Olivier, j'ai découvert en fait qu'il pesait à peu près aussi bien en véhicule neuf qu'en véhicule d'occasion 1% du marché automobile. Donc ça nous situe effectivement dans une fourchette de 20-25 000 véhicules neufs, véhicules de loisirs, et puis un bon 50-55 000 quand même camping-car d'occasion. Mais c'est un business spécialisé, vous êtes des spécialistes. Vous ne voulez pas dire que vous faites que ça, parce qu'à côté vous faites des accessoires. C'est quoi les accessoires dans le véhicule de loisirs? Alors les accessoires, c'est tout l'équipement qu'on va mettre sur le camping-car et tout ce qui va permettre l'usage du camping-car. Oui, il y en a beaucoup sur les voitures aussi. On peut acheter n'importe où des accessoires pour sa voiture, alors que là, il faut aller chez vous. Il faut aller chez nous. Parce que donc le montage est spécifique et il y a des accessoires qui sont faits exclusivement que pour le véhicule de loisir. Fourchette de prix des belles bêtes que vous présentez dans vos showrooms, ça vaut combien un beau camping-car ou un beau véhicule de loisir? Bon, ça dépend des marques qui distribuent, mais le prix moyen, on donne des fourchettes. On est sur un panier moyen à 56-57 000 en camping-car neuf et on est à 40 000 en camping-car d'occasion. Évidemment, c'est une moyenne, donc on peut monter beaucoup plus haut. On a fait, il y a 2 ans de cela, une pièce à 565 000 euros qui est la plus belle. Il y avait quoi, des robinets en or? Non, il n'y a pas un robinet en or, c'est un très gros poids lourd avec des slide out sur le côté, quelque chose qui permet d'étendre la surface utile du véhicule. Ouais. Voilà. Les dimensions du véhicule, c'est de plus en plus grand, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus gros. Alors il y a eu une période où les véhicules étaient de plus en plus longs, mais les contraintes de poids qui sont les nôtres sur les véhicules, pour rester en véhicule léger, font que les équipements nous obligent aussi à tenir compte de ce paramètre et donc régulièrement raccourcir également la longueur des camping-cars. On est dans la formule 3 tonnes 5 on est dans la formule 3 tonnes 5, c'est indispensable. Voilà, c'est 98% du marché. Bon. Alors il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est que moi je pensais que c'était pour les retraités, quoi. Et c'est pas que les retraités. C'est essentiellement des gens qui ont le temps d'utiliser leur véhicule. C'est un investissement. Hein. Quand on parle de 55 000 euros, c'est pas une somme anodine. Et nos clients ont la chance et le loisir d'utiliser régulièrement leur véhicule, puisqu'on est sur une durée d'utilisation qui est d'environ 3 mois par an. Ça, c'est très spectaculaire. C'est beaucoup plus que l'usage que les gens ont de leur résidence secondaire, généralement. C'est tout l'intérêt du véhicule de loisir. On s'en sert beaucoup plus souvent qu'une résidence de loisir, puisqu'on n'a pas besoin d'aller d'un point A à un point B pour profiter de son lieu de villégiature. On sort de chez soi, on va dans son garage, on prend un camping-car et on profite dès le premier jour des vacances. Comme dans l'automobile, les formules d'autopartage, pour faire en sorte que les 9 mois non utilisés, entre guillemets, puissent participer au rendement et à l'acquisition de ces véhicules eu égard à leurs tarifs. Oui. Par exemple, un saisonnier qui fait les sports d'hiver, il l'utilise 3 mois en hiver, et l'été, il fait les plages, et il l'utilise 3 mois en été. On peut tout à fait. Mais après, effectivement, et entre deux voyages. Et entre deux voyages, absolument. Voilà. Absolument. On voit beaucoup d'achats groupés, enfin de covoiturage sur des camping-cars, ça devient la mode. Ce ne sont pas vraiment des achats groupés, ce sont des clients qui investissent dans leur véhicule de loisirs et qui, lorsqu'ils ne l'utilisent pas, le mettent à disposition sur des plateformes de location collaborative, comme Airbnb, comme ce en locatif, c'est également un autre marché que vous développez dans vos structures? Oui, tout à fait.
On peut louer. Ah, bien sûr, on peut louer des camping-cars. Alors, il y a des grandes enseignes internationales qui s'intéressent à la location de camping-cars, mais pas que. L'ensemble de la profession a, dans ses concessions, des véhicules à louer. Refaites-moi le profil social de l'acheteur amateur de mobil-home, de camping-car, de van. On va laisser la parole à M. Duval. Alors, M. Duval. Alors, le profil moyen, 55-57 ans, selon qu'il soit sur du van ou du fourgon un petit peu plus jeune. 57 ans quand il est sur du camping-car, ce que nous on appelle de la cellule. C'est pas vraiment plus jeune avec les fourgons aménagés qui sont en pleine explosion, Guillaume. Les derniers chiffres, c'est vraiment un marché qui progresse ces 3-4 dernières années, qui explose, et on manque un petit peu de statistiques. Mais si on s'en réfère... Ça devrait permettre d'allonger le temps d'utilisation annuel qu'évoquait Julien tout à l'heure. Et on s'aperçoit aussi que sur les vannes, on a une clientèle plus jeune qui utilise en deuxième voire troisième voiture pour aller travailler, et le week-end dans d'autres situations, camping ou autre. C'est des gens qui ont du temps. Qui, on parlait des seniors, mais aujourd'hui, le senior, c'est quoi? C'est 40 ans, c'est 50, c'est 60. Donc, des gens qui ont un peu de temps devant eux pour pouvoir voyager. On a aussi affaire à des gens dont les familles sont éparpillées en France, parce que le camping-car a le côté vacances, mais aussi le côté déplacement familial. Je suis parent, j'ai mes enfants qui habitent à 1000 km de chez moi. Je ne vais pas les déranger, peut-être qu'ils habitent en appartement, j'y vais avec mon camping-car, je peux loger, et en même temps, en revenant, je peux voir d'autres personnes de la famille. Ce sont des gens qui ont... Donc c'est un véritable outil de réseau social? C'est un outil de partage, et de mobilité. Vous êtes à Mobilité TV, la moindre des choses, c'est d'être dans la mobilité. Exactement. C'est pas seulement un mot à la mode. On peut aussi s'interroger sur les choix, sur des modèles que vous proposez. Est-ce qu'il faut prendre de la motorisation? Je veux une voiture qui marche bien, je veux 3,5 tonnes, mais il faut que ça roule. Ou est-ce que je veux du confort, de l'habitabilité? Quels sont les critères de choix? De tout Alors la réponse de Patrick Buissereau, c'est bien sûr tout à la fois, mais est-ce qu'il y a vraiment une segmentation du marché? Il y a vraiment des véhicules plus confortables, des véhicules plus puissants on n'a pas envie de se traîner sur les autoroutes? C'est un peu comme dans les voitures, on va dire, on a des produits plus d'entrée de gamme et des produits plus haut de gamme, avec des isolations plus importantes si on veut partir au sport d'hiver. Il vaut mieux que ce soit mieux isolé pour consommer, parce que le camping-car a aussi un produit écologique. On emporte ses eaux, on fabrique son électricité, donc mieux c'est isolé en hiver, mieux on aura d'autonomie. Et en termes de motorisation, il faut s'enlever l'image de la caravane derrière la voiture qui n'avance pas dans les côtes. Camping-car, ça roule comme une voiture, ça peut prendre l'autoroute. Avec une spécificité très forte, je crois que vous êtes constamment, pratiquement dans toutes les marques, équipés de porteurs Fiat. Oui. Et de la puissance représente un petit 80%, voilà, et la puissance classique, aujourd'hui, on est puissance. sur du 130 chevaux, ce qui est largement suffisant pour un véhicule de loisir. C'est comme des boîtes 6, des boîtes automatiques qui montent en puissance, comme dans le premium automobile. Oui, on a de plus en plus de boîtes automatiques. Un équipement automobile. Absolument, de plus en plus un équipement automobile. Caméra de recul. Est-ce que vous vendez aussi l'apprentissage de la conduite de ce genre de véhicule? Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas passer sous n'importe quel pont et rentrer dans n'importe quel parking. Ça s'apprend? Ça, c'est un service qu'on développe dans le réseau Destinea avec un partenaire spécialisé, effectivement, qui accompagne les utilisateurs de camping-car à la conduite. Parce qu'on a vu des vidéos sur YouTube en la matière. Méfiez-vous des pentes inclinées, des arbres inclinés, parce que vous passez en bas, mais vous ne passerez peut-être pas en haut. Donc effectivement, il y a des spécificités de conduite, notamment pour les jeunes débutants de 55 ans qui s'y mettent. Et CLC développe ses carrosseries. Voilà, au cas où. Vous avez parlé de... Il ne faut pas oublier que on a affaire à un couple. Au niveau de l'accès au camping-car, il y a monsieur, mais il y a aussi madame, et ils conduisent tous les deux. Alors qu'est-ce qu'elle veut, madame? Elle veut une cuisine équipée, 3 feux, un congélateur. Sa maison. Elle veut sa maison. Elle veut le confort de la maison. Son lit. Un camping-car est une résidence secondaire. C'est pas une légende quand on raconte que quand des clients nous confient leur véhicule à l'atelier, on ouvre, il y a les pantoufles de nos clients, parce que c'est leur appartement, c'est leur résidence secondaire. Il y a le panier du chien, il y a la photo des enfants, c'est une vraie résidence secondaire. Là, on s'éloigne vraiment de l'automobile, c'est pas quelque chose qui est fait pour aller d'un point A à un point B. C'est un appartement sur route. Donc, les critères, pour répondre à votre question liée à madame, même si c'est très
très schématique, c'est effectivement le côté, l'habitabilité, le côté pratique. Puis la fameuse expression anglo-saxonne, le mobile home. Yes. Home, sweet home. Les indispensables aujourd'hui, par exemple, la climatisation aujourd'hui, c'est comme dans une automobile à essence. Oui. Voilà, ça se développe de plus en plus, D'accord. surtout sur ces journées comme aujourd'hui où il fait très chaud. La télévision. C'est on a des équipements l'incontournable, standards. l'indispensable. Ah oui. Ouais. Pas de grand écran quand même. Le Allez. GPS, la caméra de recul. Oui. Donc en fait, vous bénéficiez de tous les progrès des technologies Absolument. automobiles. Est-ce Je qu'il pense qu'on est même en avance sur certains sujets, notamment sur l'autonomie des batteries, puisque c'est la seule énergie disponible Les GPS pour aussi, un véhicule. Panneaux solaires. Et effectivement, là, on commence à avoir Et des puis solutions sur les très performantes. accessoires, ils ont réussi, ça m'avait marqué quand j'avais découvert le secteur, ils ont réussi à moins se faire, pardonnez-moi l'expression, manger la laine sur le dos par des opérateurs comme Feu Vert, Neurotalk dans l'automobile. Ils ont vraiment un chiffre d'affaires accessoire qui est très élevé. On l'a évoqué tout à l'heure, oui, vous êtes les professionnels de l'accessoire et ça va avec le Absolument. mobile home, ça va avec le véhicule. Oui. Oui, puis c'est un critère de fidélisation extrêmement important. Ça veut dire qu'on vient vous voir, on va dans vos affaires, Tout à dans fait. votre réseau, et on sait qu'on aura la gamme complète de ce dont on a besoin. Absolument. Et puis il y a des consommables. Alors, c'est ça, N'oublions il y a pas des que c'est consommables. un, Il y a des consommables, c'est un appartement sur roue et on a besoin de produits consommables très régulièrement. Est-ce qu'on peut se prendre une douche, et à défaut d'un bain, quoique, mais quel est le stockage d'eau que vous pouvez proposer? Ça va jusqu'à quoi, 150 litres? 130 litres aujourd'hui. On a des contraintes moyenne, de poids. L'eau fait partie du poids du camping-car. Donc 1 litre d'eau égale 1 kilo. On a des réservoirs aujourd'hui qui sont plus autour de 200 litres. Ce qui permet à une famille de se doucher. Et vous avez parlé des batteries. Alors, c'est quoi le problème de la batterie? Moi, j'imagine que quand on s'arrête, on peut se brancher quelque part. On peut prendre de l'électricité. Idéalement, quand il y en a. s'il y a une prise électrique à disposition, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc le camping-car ne vit que sur son autonomie en électricité liée aux capacités de stockage des batteries. Comment est-ce qu'il est vécu par les puissances publiques, les municipalités? Est-ce qu'on vous parque dans un coin? Est-ce qu'on vous interdit d'aller au bord de la plage? Moi, j'ai vu que des conflits avec des campeurs sur parcelle qui étaient dans des mobil-homes sur la côte atlantique. Alors, comment est-ce que ça se passe avec les autorités municipales? Je dirais que ça se passe de mieux en mieux. Au sein de notre fédération, a été mis en place comment dire, on a fait du lobbying entre l'ADICA et l'UNIVDL, le syndicat des constructeurs, effectivement, où on a un organisme qui est en charge de faire un petit peu la chasse à tout ce qui est arrêtés municipaux abusifs. Et il y en a qui tombent régulièrement, puisqu'on n'a pas le droit d'interdire un camping-car à tel ou tel endroit. Il y a des contraintes, certes, mais on n'a pas le droit d'interdire, quoi. Mais si je me barre... Mais si je... il y a aussi des professionnels qui travaillent aussi avec les mairies, avec les municipalités, C'est ça. pour proposer Des solutions. des aires d'accueil spécifiques pour le camping-car et décharger justement les mairies de ces problématiques. Mais est-ce que les gens aiment ça d'être... on leur dit faut aller là, vous êtes sur une zone, vous êtes dans un parking spécial pour les il y a camping-cars. un côté C'est un peu au sécuritaire contraire aussi de de la se liberté regrouper. espérée. Oui, mais la liberté, les gens l'ont, les camping-caristes en voyageant, et se regrouper le soir ou le midi pour partager, pour échanger, le fameux réseau social. Le camping-car, c'est un réseau social, comme disait Berislav tout à l'heure. Le fait d'être parqué, si on peut appeler ça parqué ou stationner ensemble, c'est aussi sécuritaire. Oui, puis ils ont souvent des vélos, des scooters, des quads pour également aller dans les petits chemins plus tranquillement. Une question importante, c'est comment vous vivez les futures normes qui touchent l'automobile, mais qui vous touchent sûrement indirectement au niveau des porteurs, sur la pollution, l'électrification. C'est possible, c'est raisonnable avec le poids embarqué? On parle des WLTP? Oui, notamment. Ouais. Vous êtes impacté fortement ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur nos produits. On verra à l'avenir. Pareil pour les fourgons aménagés? Oui, pour l'instant, il n'y a pas de... On ne parle pas de ça dans notre métier, quoi. Ok. Oubliez que c'est quand même une maison aussi à la base, quoi. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et l'électrification, c'est quelque chose qui est jouable d'après vous à court, moyen terme? Je pense qu'on a les mêmes contraintes que l'artisan, puisque plus les le bases hybride. mécaniques sont les mêmes. Le hybride, ouais. Plus hybride. On a une contrainte qui est liée au poids aussi. Bien sûr, bien sûr. Notre PTA, c'est toujours 3,5 tonnes. Si demain on devait y mettre 200 ou 300 kg de batterie, on aura cette problématique. Mais au même titre que Ou des bonbonnes l'artisan de hydrogène qui achète une camionnette pour travailler et faire son métier. Si on lui enlève 200 ou 300 kg de charge utile, ça risque de poser un Ouais, problème. comme il commence à le développer pour les bus, on peut se poser la question pour vos véhicules demain.
Vous avez dit que c'était Il y a pour une le évolution couple. technologique peut-être, mais qui sera plus liée aux partenaires automobiles. Hein. Je pense notamment à une marque américaine qui travaille sur une évolution de la fabrication électrique qui remplace les alternateurs par des générateurs pour avoir en définitive un meilleur rendement, et avoir une production électrique beaucoup plus importante. Combien de couchages dans un mobil-home? Ça peut aller de 4 à familles nombreuses? D'une façon générale, on est plutôt sur du 4 places. 4 places. Mais il existe des modèles type familial qu'on peut être à 7. Alors, il y a les places couchées et les places carte grise. C'est-à-dire, expliquez tout jusqu'au bout. Voilà, tout à fait. Donc on est toujours limité à 3,5 tonnes en charge maximum. Et en fonction de la charge utile, ça va nous donner le nombre de places carte grise. Sachant que l'explosion des fourgons aménagés, c'est même du 2 places. C'est-à-dire que c'est le couple retraité qui n'a plus d'enfants ou le jeune couple qui veut en profiter. Et là, l'explosion du 2 places, ça n'empêche pas du tout la vente. Hein. En termes de sécurité, on n'a pas le droit de rester dans une caravane quand elle roule. Est-ce qu'on peut rester dans... Là, on ne peut pas faire autrement. Alors, est-ce qu'on peut être sur son lit, allongé? Est-ce qu'il n'y a pas de risque particulier? Non, quand on roule, il faut que les passagers soient attachés sur des places sécurisées, évidemment. Quoi. Et on peut être sur un lit attaché? Non. Certaines pratiques peuvent être envisagées, mais ceci ne nous regarde pas. Patrick Bussereau, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement, par rapport aux places carte grise et places de couchage, dans une maison, vous pouvez avoir 2 chambres et puis un grand séjour avec la possibilité d'accueillir plus de 10 personnes. Et ben, dans le camping-car, c'est un peu la même chose. Vous pouvez avoir 2 ou 3 ou 4 couchages, mais vous avez aussi le plaisir de pouvoir accueillir plus de monde. Donc, voilà. Pour faire un barbecue? Par exemple. Bon, c'est pas très raisonnable. Est-ce que le salon du Bourget, dont on entend parler, il y a énormément de campagnes de publicité, est-ce que c'est vraiment la grand-messe annuelle du camping-car? Ou est-ce que c'est un salon professionnel parmi tant Par d'autres? rapport à vos volumes de vente annuels, 10 à 15%. Des ventes du segment de marché sur lequel vous en fonction êtes. des marques, oui, c'est ça. Et ça draine beaucoup de gens. Au-delà des ventes, pour je dirais, CMC et Dilcar également. c'est un événement majeur pour notre profession, puisque c'est le seul moment de l'année où tous les constructeurs exposent leurs véhicules et donc les nouveautés de l'année. Et s'il y a une affluence qui dépasse les 120 000 personnes tous les ans, c'est parce qu'il y a un intérêt pour la clientèle de venir à un endroit et de voir tous les produits énorme possibles. proportionnellement, parce que c'est 10% des visiteurs du mondial de l'auto, alors que le marché fait 1 point. Oui. Donc c'est vraiment colossal. Et on marche par collection dans ce métier. Donc tous les ans, nos partenaires industriels présentent leur nouvelle collection. Alors à quoi va ressembler la collection printemps-été ou été-automne des éléments que vous pouvez proposer? Il y a des modes. Il y a des modes. Moi, après, on n'est pas dans une révolution tous les ans, on est plutôt dans une bonne continuité. Il paraît que pour les dames, c'est le rose cette année, alors chez vous? Non, évidemment, il y a toujours les tendances de déco qui évoluent et qui sont réintégrées dans le véhicule de loisir. Mais on n'est pas sur une grande révolution. Après, il y a des marques qui sont plus typées sur du contemporain. Là, ça paraît quand même plus classique. Contemporain quand même. Hein. Et si j'en veux une technologique. Et si je veux un mobil-home meublé en Louis XV, vous allez me le faire ou c'est plus difficile? Là, pas en France. Bon. Il y a certains pays où il le faut, mais pas en France. C'est plus sur des innovations, par exemple en matière d'implantation. Vous allez avoir des lits qui se plaquent au plafond dans la journée. Pour libérer de l'espace, ce genre de choses. Vous pouvez avoir aussi de la digitalisation, de la domotique qui est de plus en plus embarquée dans les véhicules de loisirs, un peu comme dans l'automobile. Et puis alors, ça fait fureur, paraît-il, retrouver le Combi VV. Ça fait partie des véhicules que vous pouvez proposer pour les anciens beatniks ou les futurs beatniks. Ça existe aussi, ça se trouve? Un ancien Premier ministre nantais qui vivait en Californie, un van Californien. Voilà. Tout passe, tout lasse. Merci. À quoi ressemblera le marché demain? Vous y croyez? Vous êtes sur vous êtes quand même un peu atypique. Vous êtes dans le monde de l'automobile. Vous ne vendez pas des voitures de Monsieur Tout le Monde et des concept cars. Vous pensez-vous allez, on va demander à la référence du marché, à Patrick Bussereau, de nous dire à quoi va ressembler l'avenir de ces véhicules de loisirs. Tout va dépendre de ce qu'on appelle la chaîne métier. C'est-à-dire si on est en capacité de répondre aux besoins et aux usages de la clientèle qui évolue. La clientèle qui achète des camping-cars aujourd'hui n'est pas celle qu'il y avait il y a 20 ans. Bien sûr, ce sont des gens qui ont 55, 58 ans, mais ce sont des 68ards. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout les mêmes.
Ils avaient le même âge, mais ce n'était pas du tout les mêmes. Donc si on est capacité de répondre à leurs attentes, il ne faut pas oublier que c'est un art de vivre, le camping-car, plus qu'un loisir. Hein. Et à partir de ce moment-là, on a encore de très belles années devant nous. Merci à vous, Patrick Bussereau. Merci à Dominique Daniel à vos côtés, tous les deux pour Destinéa. Merci à Julien Clazadante pour le groupe CLC. Merci à Guillaume Duval pour Idilcar. Et merci à vous, bien sûr, Berislav Kovacevic, d'avoir participé à cette table ronde de Mobility TV.